Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Je commence avec Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est un ouvrage que j'appréhendais un petit peu parce que je m'imaginais un drame assez long, avec une écriture un petit peu pesante, un style, je dirais, un petit peu austère, et je me suis bien trompée parce qu'il n'en est absolument rien. Honnêtement, ce roman, cette histoire, ça fait sûrement partie de mes ouvrages préférés aujourd'hui, et j'ai dévoré les pages. Je l'ai vraiment lu très avidement, et j'en suis la première surprise. C'est une histoire d'amour, comme vous le savez peut-être, hein, bien sûr, évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais ça traite aussi des préjugés qu'on peut avoir sur les autres, notamment des personnes qui sont tout à fait malhonnêtes qu'on peut supposer être des bonnes personnes, et inversement. Puisqu'on va suivre en fait ici la famille Bennet. C'est une famille qui a des moyens modestes et qui a 5 filles qu'ils veulent absolument marier, notamment les deux aînées qui sont Jane et Elizabeth. Elizabeth, donc le personnage principal. Et en fait, d'abord, on voit que ce livre va être avant tout, je dirais, une critique sociale sur l'Angleterre du début du 19e siècle. Une critique à la fois sur le mariage, en fait, dans le livre, qui apparaît comme la seule issue qu'ont les femmes pour subvenir à leurs besoins dans le temps. Et également une critique des différences, en fait, entre les milieux sociaux, puisque les Bennet se feront souvent un petit peu moquer pour leurs moyens modestes et leur mode de vie, on va dire, campagnard. Je pense que ce qui m'a beaucoup plu dans le livre, c'est déjà le personnage d'Elizabeth, qui est un personnage féminin que j'ai vraiment adoré. C'est une fine mouche, on voit vraiment, c'est un personnage qui est très... elle est déterminée, elle est franche, et avec l'éducation qu'elle a, elle a en fait beaucoup de clairvoyance sur sa situation familiale, et elle voit très bien comment ils sont perçus dans les milieux, on va dire, un peu plus huppés. Et elle a beaucoup de répondants, et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre en fait, parce que voilà, elle est très... elle a ce côté très naturel et très, on va dire, très sincère qui m'a beaucoup plu. Je trouve aussi qu'elle a une superbe relation avec sa sœur Jane, vraiment une relation de soutien, de tendresse, qui est vraiment belle à voir, donc vraiment deux personnages féminins très très intéressants, je trouve. Et puis le style, tout simplement, moi qui pensais que le livre allait être pesant, mais absolument pas, puisque Jane Austen a un style, je trouve, vraiment aérien. Le livre dégage quelque chose d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement, on va dire, positif, finalement, malgré les critiques qu'il émet. Voilà, c'est une ambiance qui est presque, je dirais, vaudeville, un petit peu, donc vraiment très très agréable à lire. Je recommande beaucoup, je recommande vivement. Je vais parler maintenant de Un paradis trompeur de Henning Mankell. Alors là, par rapport à Orgueil et préjugés, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est Orgueil et préjugés, j'ai adoré. Cet ouvrage-là, je pense vraiment dire que je l'ai vraiment pas aimé, même détesté. Et c'est très rare que je déteste un ouvrage, donc je vais vous expliquer un petit peu. Henning Mankell, c'est un auteur suédois qui a vécu au Mozambique, donc c'est là en partie que va se dérouler l'histoire. On va suivre Anna, c'est une jeune fille suédoise qui est l'aînée de sa famille et qui se fait chasser en fait de son foyer par sa mère parce que la mère n'a plus les moyens de subvenir aux besoins de tous ses enfants. Donc elle chasse son aînée. Anna va prendre un bateau pour aller en Nouvelle-Zélande, mais elle va décider, suite à certains événements, on va dire, de ne pas aller en Nouvelle-Zélande et de s'arrêter au Mozambique, là où le bateau a fait halte. Et elle se retrouve en fait dans une maison close en fait au Mozambique. Comment vous dire à quel point cette œuvre est médiocre. Déjà le style, je le trouve très très fade, il n'y a vraiment rien qui m'a marqué dans l'écriture de Mankell. Et surtout, il y a un vrai problème avec les enjeux de ce livre, parce qu'il y a des enjeux qui sont costauds. Hein. C'est un livre qui parle de colonisation, qui parle de la domination blanche, c'est un livre qui parle de prostitution, du statut de la femme à cette époque. Et c'est traité, je trouve, vraiment très maladroitement. Déjà, Mankell il fait le choix de suivre un personnage féminin qui est une femme blanche qui va vraiment avoir des privilèges quand elle va arriver au Mozambique, puisque comme c'est une femme blanche, on va dire, on va la traiter avec beaucoup d'égards par rapport aux femmes en général. Et c'est un personnage pour qui on va pas avoir beaucoup d'empathie en fait, alors que pourtant il lui arrive des choses terribles. Je veux dire, elle est obligée de s'exiler, elle est devient veuve 2 fois, elle fait une fausse couche, elle vit vraiment des événements vraiment très difficiles, très tragiques, et elle est seule surtout. Et pourtant, elle a l'air d'absolument rien ressentir. Vraiment, ses réactions, elles ne font pas sens, elle a des
Elle se contredit même. Quand elle arrive au Mozambique, il y a une servante dans la maison close qui essaye de s'occuper d'elle, qui essaye de prendre soin d'elle après sa fausse couche. Donc elle commence à vouloir créer un lien avec cette femme. Et puis, je sais pas, 10 pages plus tard, elle la gifle, mais pour absolument aucune raison valable. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, quoi? Sans compter le fait qu'elle reprend ensuite, à la mort de son second mari, elle reprend les rênes de la maison close. Enfin, je veux dire, c'est un peu bizarre, quoi. Bref, il y a vraiment des trucs qui se passent, enfin, on comprend pas, je vois pas, j'arrivais pas à voir où nous menait l'histoire, surtout que vu les événements, je me dis que ça serait quand même nettement plus intéressant d'avoir le point de vue de ces femmes justement qui se prostituent pour vivre, plutôt que le point de vue de la femme blanche qui débarque de nulle part, qui découvre et qui ah, je veux changer les choses mais je fais rien de vraiment concret, enfin c'est vraiment très bizarre. Et puis voilà, il se passe des choses graves et des événements qui sont critiques, qui sont donnés avec... comme ça, qui sont balancés comme ça, on sait pas trop pourquoi, comme si c'était normal, il y a de la torture animale, c'est gratuit, on sait pas d'où ça sort, enfin il y a vraiment des trucs, j'ai pas compris, les choses ont du mal à s'articuler entre elles, j'ai l'impression. Donc on sent que c'est pétri de bonnes intentions, vu les sujets, vu les thèmes, mais ça ne fait pas sens en fait, ça sonne faux, ça sonne vide, il n'y a pas d'émotion, alors que c'est des textes qui devraient pourtant nous révolter, il y a des situations qui devraient révolter, qui devraient... je sais pas, raisonner en émotion, enfin, voilà, il devrait y avoir quelque chose, et on ressent rien en ce livre, si ce n'est de la frustration et de l'incompréhension, parce que il y a des choix qui sont pas logiques, en fait, je trouve. Donc, vraiment, ne lisez pas ce livre, hein. Apparemment, Mankel est très connu pour des policiers, etc. Ben, là, c'en est pas un, et c'est pas une réussite, quoi. Et puis surtout, ce que je comprends vraiment pas, c'est qu'apparemment, il aurait eu un prix de meilleur roman, enfin, incroyable. On repart sur du positif avec le tome 3 du Sorceleur, le sang des elfes. Donc les deux premiers tomes étaient très fragmentés, on va dire. C'était vraiment des petites nouvelles avec une trame principale qui était entrecoupée de souvenirs, de réminiscences un petit peu. Les deux premiers tomes étaient vraiment faits pour nous introduire l'univers hein, du Sorceleur, les personnages, leurs histoires, leurs objectifs. Et à la fin du tome 2, tout finissait en fait par se rejoindre et on commençait en fait finalement la vraie histoire. Donc dans ce livre 3, on va avoir une trame qui est bien plus linéaire. On va suivre donc l'apprentissage de la jeune Ciri avec Gérald et les autres sorceleurs. Et de par les interrogations de la jeune fille sur le monde qui l'entoure, en fait, Sapkowski, lui, interroge en fait les troubles politiques et sociétaux de l'univers de Witcher, mais bien sûr aussi de notre monde finalement en miroir. Voilà, j'aime toujours autant l'écriture du Sorceleur, je trouve que voilà, c'est agréable à lire, il y a des dialogues, des réflexions qui je trouve sont fins, sont bien écrits. Puis il y a également quelques petites... Le traitement des personnages féminins aussi m'a beaucoup plu, je trouve, parce que Ciri, on la voit un petit peu grandir, devenir un petit peu adolescente, et voir le regard des hommes qui change sur elle. Et c'est traité de façon, je trouve, assez intéressante, en fait, assez critique, avec notamment l'intervention du personnage de Triss, qui est donc femme plus âgée, qui prend un petit peu Ciri sous son aile. J'ai bien aimé tout cet aspect-là. Donc voilà, à suivre. J'ai découvert Stefan Zweig avec Lettre d'une inconnue, suivi de la petite nouvelle La ruelle au clair de lune. Donc c'est une nouvelle qui est extrêmement connue, j'ai l'impression, et je l'avais jamais lue. Ça raconte l'histoire en fait d'un auteur viennois qui est devenu célèbre et qui reçoit un jour une lettre inconnue, où une femme en fait lui déclare tout son amour, l'amour qu'elle a pour lui depuis le jour où elle l'a vu, donc depuis en fait des années. Qu'elle l'a croisée à maintes reprises et que jamais il ne l'a reconnue, qu'elle est restée pour lui à toujours une parfaite inconnue. C'est une écriture que j'ai beaucoup aimée, je trouve une écriture qui est vraiment élégante, qui est tout en finesse, qui est passionnée aussi, et qui décrit avec beaucoup de justesse et de réalité la tourmente dans laquelle vit cette femme en fait, hein, tout simplement, puisqu'elle l'écrit sans ressentiment, mais sans ressentiment vers l'écrivain, mais elle écrit quand même toute la douleur qu'elle a pu traverser d'être ignorée ainsi. Et de ne pas voir son amour partagé. Donc j'ai beaucoup aimé. Et la deuxième petite nouvelle, c'est une thématique assez similaire finalement. C'est un amour qui s'est un peu brisé, si je me souviens bien. Et par contre, c'est plutôt raconté du point de vue cette fois-ci masculin, puisque la lettre est plutôt le point de vue de la femme. Mais là, cette deuxième nouvelle, c'est plutôt du point de vue masculin. Donc j'ai beaucoup aimé. Je suis curieuse de lire un petit peu d'autres nouvelles, d'autres récits de Stefan Zweig.
J'ai lu La ferme des animaux de George Orwell, donc, qui est une histoire un peu sous forme de conte, puisqu'on est du point de vue des animaux. Ce sont des animaux d'une ferme qui vont se révolter contre leurs fermiers et à la suite de ça établir un nouveau régime dans lequel tous les animaux sont censés être égaux. Les cochons, dans cette histoire, qui savent lire et écrire, vont décider d'instaurer une école pour partager leur savoir avec les autres animaux, mais on se rend compte que très vite, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture va être délaissé pour se consacrer au travail qui va devenir indispensable à la survie de tous les animaux. Vous l'aurez sans doute deviné, mais c'est une dystopie qui est assez similaire à 1984, et qui nous raconte comment un petit peu se met en place un régime autoritaire et comment les meilleures intentions peuvent vite être retournées. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que pour moi la métaphore animale elle a un double intérêt. Le premier bien sûr c'est de représenter les différentes catégories sociales si je puis dire. Les cochons ici sont un petit peu des bourgeois qui sont éduqués, qui ont un petit peu de savoir et qui cherchent un peu à dominer les autres. Les chevaux c'est plutôt la classe ouvrière je dirais, puisque c'est vraiment une force de travail brute. On a également, on peut dire, la police, puisque les chiens, on a des chiens très féroces qui vont se ranger du côté des cochons et qui vont un petit peu faire valoir les lois mises en place par les cochons. Et je trouve aussi que le fait d'avoir choisi des animaux, ça permet d'apporter un petit peu un discours quand même sur l'exploitation animale, même si je suis pas sûre que ça a été voulu à l'époque, mais ça nous parle quand même donc de l'absurdité du capitalisme et du productivisme vis-à-vis de l'exploitation des animaux. Et même en général je pense. Donc voilà, c'est un petit ouvrage qui est court, qui est vraiment édifiant et également terrifiant. J'ai lu La domination masculine de Pierre Bourdieu, c'est un ouvrage que je voulais lire depuis vraiment très longtemps. Et puis j'entends beaucoup parler de Bourdieu aussi, donc voilà, j'avais envie un petit peu de découvrir. Et comment dire, ça a été une lecture, on va dire, très difficile, hein, vraiment. Alors déjà je pars de rien parce que j'ai vraiment aucune notion de sociaux. Et Bourdieu, il a une démarche dans cet ouvrage qui est très scientifique en fait, vraiment très rigoureuse, avec le vocabulaire spécifique, vraiment, enfin, il y a des moments où j'étais complètement larguée, clairement. Et finalement, ça me frustre un peu parce que je sais pas vraiment ce que j'ai retenu de l'ouvrage. Voilà, je me suis noté des passages, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, notamment un petit clin d'œil à l'ouvrage Vers le phare de Virginia Woolf que j'ai lu il y a pas très longtemps, donc j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé des échos qui m'ont parlé, mais dans l'ensemble j'ai vraiment eu beaucoup de mal à lire le livre et je pense vraiment qu'il va nécessiter une seconde relecture peut-être plus attentive encore pour essayer d'en tirer quelque chose de plus constructif on va dire, donc voilà. Je termine avec L'Arabe du futur, le tome 2 de Riyad Sattouf, donc on va continuer de suivre les aventures du jeune Riyad dans la Syrie des années 80. Dans cet ouvrage donc on va retrouver toujours des anecdotes aussi troublantes sur la Syrie, parce que, enfin troublantes, qui m'interpellent un peu parce que je connais très mal cette culture, cette histoire, donc forcément ça m'interroge un petit peu. On va suivre notamment un petit peu les débuts de Riyad à l'école en Syrie, avec notamment un programme scolaire, on va dire, bien spécifique, on va le voir. Il y a une séquence vraiment que j'ai trouvé vraiment sympathique, c'est le passage où il raconte, le moment où il raconte comment il apprend l'écriture arabe et la langue arabe en général. J'ai trouvé que c'était fait de façon assez ludique et assez... Enfin, ça m'a vraiment intriguée parce que j'ai beaucoup de curiosité pour les langues étrangères, donc c'est un passage qui m'a bien plu. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite, franchement, je pense essayer de me procurer le tome 3 quand j'en aurai l'occasion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez des recommandations à me faire, et puis on se retrouve une prochaine fois. Salut!